Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver cette semaine dans nos éditions de 20h. Nous sommes lundi 7 mars 2022. Voici les titres. Prise de contact du nouveau gouvernement de la transition ce lundi 7 mars 2022 au palais présidentiel de Kosiama. Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décliné les différents chantiers auxquels le gouvernement du docteur Albert Ouedraogo devra rapidement s'attaquer. Pour Mohamed Pafandnam Isaka Sawadogo, deux déplacés internes de la ville de Kaya, il ne fait aucun doute que ces nouvelles autorités doivent s'atteler à faire revenir la sécurité au Burkina Faso. Ayant tout perdu dans cette guerre insolite, ils s'en remettent désormais au président du Faso. Présidentielle française, 12 candidats officiellement dans les starting blocks. La liste des noms a été dévoilée par le Conseil constitutionnel à ce jour. Il fallait obtenir 5000 parrainages pour prétendre à cette course à l'Élysée. Découvrez ces différents candidats en fin d'édition. Comme annoncé à l'instant, 48 heures après la formation du gouvernement par le Premier ministre Albert Ouedraogo, place à la toute première rencontre formelle qui tient lieu de prise de contact ce lundi 7 mars 2022 dans la salle polyvalente de Kosiama. Occasion pour le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, d'inviter les ministres à travailler dans la vision de la charte de la transition pour répondre aux préoccupations des populations. Le gouvernement Albert Ouedraogo I a pris l'engagement de mouiller le maillot afin de restaurer l'intégrité du territoire et faire repartir les déplacés internes dans leur localité d'origine. Abdoulrahim Nieni. Premier conseil des ministres effectifs ce lundi au palais de Kosiam du gouvernement Albert Ouedraogo. Une rencontre qui aura duré environ 1 heure de temps et qui a permis aux 25 ministres de la transition d'échanger avec le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a donné des instructions aux membres du gouvernement et les a invités à se mettre à la tâche. Les ministres ont pour leur part affirmé leur disponibilité et leur engagement à travailler pour répondre aux priorités définies par la charte de la transition. Ces priorités, vous les connaissez déjà, à savoir la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire national, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la prise en charge et la réinstallation des déplacés internes dans leurs localités respectives. Nous avons, mon équipe et moi, pris l'engagement devant le chef de l'État de travailler avec abnégation à soulager les souffrances des populations et de restaurer notre pays dans ses limites territoriales. En plus de cette restauration du pays dans ses limites territoriales, le gouvernement de la transition devra engager des réformes pour assainir l'administration et réduire le train de vie de l'État. Et sur ce chantier, le chef de l'État attend du gouvernement Albert Ouedraogo des valeurs d'intégrité et de solidarité pour l'atteinte des objectifs. Il a insisté sur un certain nombre d'attentes, mais également sur un certain nombre de valeurs qui doivent guider l'action gouvernementale. Il s'agit de l'intégrité, de la loyauté, de la rigueur, de la solidarité, de la collégialité et de l'exemplarité. Il a insisté surtout sur la nécessité de la réduction du train de vie de l'État à travers la suppression de certaines activités non essentielles et une utilisation rationnelle des ressources de l'État. Pour la réussite de la transition, le Premier ministre a appelé à un sursaut patriotique et invité tous les Burkinabés à soutenir cette transition pour l'atteinte des objectifs axés sur la sécurisation du territoire, le retour des déplacés dans leur localité d'origine et la refondation de la nation.
Toujours par rapport à ce premier contact des membres du gouvernement, force est de remarquer que si les échanges à huis clos ont duré environ 1 heure, quelle déception pour les journalistes reporters qui, malgré leur détermination, n'ont pu soutirer aucun mot de la bouche d'aucun ministre à la sortie de la rencontre. Serge Kabouri. 1 mois, 17 jours, c'est le temps qu'il aura fallu au palais de Kosiam pour retrouver une ambiance de conseil des ministres. Ainsi, ce 7 mars, c'est dans une atmosphère aux allures de rentrée des classes que les 25 ministres du gouvernement Albert Ouedraogo arrivent au hall de la salle polyvalente du palais de Kosiam. À bord de véhicules de fonction ou de véhicules personnels, les nouveaux ministres se succèdent. La concentration est au rendez-vous ici dans la salle. Un silence holistique est présent, à l'exception des clichés des photographes et les mines sur les visages des différents ministres en disent long. Pour certains comme Yeroboli ou encore Aimé Barthélémy Simporé et même Lionel Bilgo et Valérie Kaboré, un air décontracté est affiché. Le sourire est aussi au rendez-vous en ce premier jour chez d'autres ministres à l'image de celui de la fonction publique, Bassolma Bazié. Choisis sur la base de leurs compétences, selon les mots du chef du gouvernement, les 25 ministres ont la confiance des autorités. Ces membres sont pour la plupart des techniciens de leur domaine et capables d'impulser une nouvelle dynamique dans la construction d'un Burkina nouveau que le président du Faso et le peuple burkinabé appellent de tous leurs vœux. Après 1 heure d'échange à huis clos, les ministres quittent la salle. Notre tentative d'arracher un quelconque mot est restée vaine. Impossible d'avoir une quelconque réaction de la bouche de ces messieurs et dames dont la plupart sont des habitués de la prise de parole médiatique. Visiblement, instruction a été donnée aux ministres de ne pas piper mot aux journalistes. Escortés pour certains, comme ici avec Bassolma Bazié, silence sera total. Les reporters que nous sommes insistons, mais rien, ils ne parleront pas. Surtout que pour le moment, le gouvernement n'a pas encore son porte-parole officiellement désigné. Non, moi je n'ai rien à dire. Non. Quand même, 2 mots, juste. 2 mots s'il vous plaît. Vous êtes très attendu, monsieur le ministre. Dites quelque chose, monsieur le ministre. Donc, vous êtes très attendu. Je sais donc, ce sont des ordres militaires ou quoi? Personne ne parle. Vous mesurez le charge de la réconciliation nationale. C'est un poste clé au Burkina Faso ici. Quelles seront vos grandes lignes? Moi, c'est à l'occasion du 8 mars. Non, merci. Qu'est-ce que vous dites à l'occasion du 8 mars? Non. Qu'est-ce que les femmes doivent attendre? Le silence, madame. Madame, vous donnez le silence aux femmes à la veille de la fête? Madame, dites quelque chose. Non, c'est bon. Vous avez reçu des consignes de ne pas parler? Non. C'est bon pour aujourd'hui. On reviendra vers vous. Alors, on n'entendra rien. Merci. Merci. Et je vous reviendrai bientôt. Bientôt, hein? Ouais, je vous reviendrai bientôt. Ok, ça marche. Donc on compte sur vous, hein? Ouais. Voilà. Le gouvernement étant en place, les yeux sont donc désormais rivés vers la liste des 71 membres qui doivent siéger à l'Assemblée législative de la transition ALT, voulue par la charte de la transition adoptée par les assises nationales. Le Burkina Faso ainsi donc dispose d'un gouvernement de transition depuis le samedi 5 mars 2022. Un gouvernement mixte, il faut le souligner. On y retrouve 3 militaires et une vingtaine de civils, dont 6 femmes. Les Burkinabés, très demandeurs et conscients du navire sur lequel nous nous trouvons tous, souhaitent pleine réussite à cette composition. S'il est vrai qu'ils attendent chaque ministre dans son département, ils ne cachent pas leur curiosité face à l'entrée de Bassolma Bazié, syndicaliste aguerri dans ce nouveau gouvernement. Mamidriana Kamabou. Il y a quand même pas mal de valeurs à l'intérieur du gouvernement. Bon, c'est des hommes qui sont connus dans leur domaine, qui ont fait leurs preuves dans leur domaine, mais je pense que le gouvernement, c'est une autre expérience que nous leur souhaitons de réussir. Parce que nous avons tous intérêt à ce qu'ils réussissent. S'ils ne réussissent pas, je pense que nous tous, on va en pâtir. Moi, je souhaite à ce ministre de la Justice qui vient d'être nommé, il n'a qu'à refouiller et revoir les tiroirs qui sont cassés par des dossiers, qui sont mélangés par des mains sales. Car la justice ne travaille pas dans l'honnêteté. Si
la justice travaillait dans l'honnêteté, les Burkinabés n'allaient pas vivre dans cette merde-là. On attend encore plus, surtout la sécurité, surtout vers chez nous, le Sahel, Gorom et un peu les environnants de Ouagadougou aussi, qui sont un peu menacés. Bon. Mais je pense qu'on espère que ça change. Et ils vont faire de leur mieux pour que ça puisse avancer. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, le pays est, je ne vais pas dire quelque chose qui n'est pas, mais quand même, on est dans les difficultés. Et je pense qu'avec ces gouvernements, nous osons croire qu'ils vont nous faire quitter l'ornière. Et pour dire que d'ici, moi je les donne d'ici 3 mois, on va voir quelque chose. Pour Bassolma Bazé, je dis que je pense que c'est le ministre qui risque d'avoir le plus de difficultés parce qu'il est passé d'un côté à l'autre. Il ne peut pas se dénier, il ne peut pas dire que ce que lui il demandait là est irréaliste. Il faudra qu'il travaille à satisfaire toute la plateforme revendicative que les travailleurs viendront à lui présenter. Et ça risque d'être chaud, mais on lui souhaite de réussir. Moi personnellement, je lui souhaite bon courage, que tout ce qu'il a pu dire étant au niveau syndical, qu'il puisse les réaliser. Et puis pour beaucoup de Burkinabés, la venue au pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba rime avec espoir ou bouée de sauvetage. Mohamed Pafandnam et Issaka Sawadogo, 2 déplacés internes de la ville de Kaya, y croient plus que jamais. Eux qui ont tout perdu dans cette guerre contre les terroristes dont ils ne sont que des victimes. Ce 5 mars, une équipe de True TV les a rencontrés entre 2 difficiles affaires et témoignages poignants. Mohamed et Issaka s'accrochent aux nouvelles autorités pour se voir dans un futur proche réintégrer leurs villages respectifs. Michael Toukri. Contraint de quitter son village Namixman sous l'action des groupes terroristes, Issaka Sawadogo a toujours en mémoire les affres de ces groupes armés. Intimidation dès les premiers instants, les groupes armés ont fini par mettre leurs menaces à exécution. Ils sont venus trouver mon petit frère à la maison et ils l'ont tué. Ils sont partis avec mes chèvres, mes bœufs, ainsi que pour mes autres frères. Chèvres, bœufs, tout ont été emportés par les terroristes. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fait qu'ils ont tué mon petit frère. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il a trouvé gîte et couvert en tant que personne déplacée interne ici à Kaya. Nostalgique de son Namixman natal, Issaka Sawadogo lance un appel au lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Nous demandons de l'aide, puisque nous sommes impuissants. On n'a jamais vécu cette situation. On est quitté à Namiskman et on veut repartir à Namiskman. Que le gouvernement nous vienne en aide, parce que la situation est assez difficile pour nous. C'est vraiment la tristesse pour nous les PDI. On ne sait pas où aller. Nous sommes venus sans rien apporter. Donc c'est de l'aide que nous sollicitons. Mohamed Pafandnam est aussi enregistré sur la liste des personnes déplacées internes. Et cela fait maintenant 2 ans qu'il a trouvé refuge ici à Kaya. Originaire du village de Djouama, dans la commune rurale de Pensa, son cauchemar a commencé lorsque les groupes armés ont visité son village. Les moins chanceux, selon lui, ont tout simplement été abattus. Quand ils viennent trouver un homme dans le village, on le tue, sauf les femmes. Ils ont vraiment exécuté la population. Depuis plus de 3 mois, au moins 40 personnes ont été tuées et laissées dans la nature. On a tout fait pour récupérer les corps en vain. Ils ont tout détruit et c'est ainsi. Tout comme Namixma, le village de Djouama, dans la commune de Pensa, est une localité où les populations restent sur place subissent fréquemment la loi des groupes armés. Et désormais, les personnes déplacées internes à Kaya et environnants, explique Mohamed Pafandnam, ont le regard tourné vers les nouvelles autorités du Burkina Faso. On mange et on boit ici. Souvent même, on nous donne de l'argent. Mais tout ce que nous voulons est que les autorités récupèrent Dablo pour que nous puissions retourner chez nous. Que Dieu leur donne la force de nous accompagner comme il faut.
Ce 7 mars, lors de la rentrée gouvernementale, Dr Albert Ouedraogo, Premier ministre de la Transition, a rappelé que les priorités de son gouvernement restent la lutte contre les groupes armés et le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Dans la région du Sahel, précisément dans la ville de Dori, l'on assiste à la loi de l'offre et de la demande. Les céréales telles que le maïs, le mil et le haricot ne sont quasiment plus présents sur le marché, d'où une flambée des prix et un profond désarroi des acheteurs. Si rien n'est fait pour remédier à cette situation, il faudra craindre le pire, une crise alimentaire selon les populations. Il faut donc que le plus tôt possible, les agriculteurs de la région regagnent leurs terres cultivables. Ils ont été contraints de les abandonner pour des raisons d'insécurité. Abdoulrahim Magnini. Nous sommes au marché central de Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Mohamedou Mazid est un déplacé interne venu d'Intagom. Ce 3 mars, il vient se procurer de quoi nourrir sa famille. À sa grande surprise, les prix ont flambé. Le prix du maïs, du mil et bien d'autres produits de grande consommation ont connu une hausse comparativement à la semaine précédente. Avant, on paye ça 7 000. 7 000, 8 000. 8 000. Voilà, maintenant c'est devenu 10 000. Ouais, maintenant c'est devenu 2 000. Voilà, c'est 14 000. C'est trop cher, Wallah. Dieu n'a qu'à nous aider. Voilà. Ouais. Sinon, ça touche à tout le monde. Voilà, bon, ça, c'est 10 000 francs. Cette année-là, je ne sais pas comment on va vivre même. Pour Amidou Diko, commerçant dans ce marché, c'est une crise alimentaire qui frappe à la porte. Le prix des céréales ne fait qu'augmenter. Pourtant, les populations sont de plus en plus démunies au regard de la situation sécuritaire. On a un problème de crise alimentaire. Cette année-là, le sac de mil, ça fait 30 000. Alors que l'année passée, ça fait 14 000 francs. Le sac de tourteaux, l'année passée, ça fait 8 000 francs. Maintenant, ça fait 10 000 francs. Donc vraiment, il faut que maintenant le gouvernement puisse nous aider à faire le terrorisme. Là, ça nous fatigue trop. Je suis là pour acheter du maïs. Bon, en tout cas, actuellement, avant, on payait ça 350, 400. Mais voilà, le commerçant vient de me dire que ça fait 500 francs la boîte. Ici, même, je dirais même que ça va parce qu'en arrière, on me disait 550, 700. Et des qualités même qui n'est pas meilleures. Chez Brahima Bokoum, vendeur de mil ici au marché de Dori, la demande est forte. Les denrées se font rares et par conséquent les prix flambent. Il ajoute qu'avec le stock disponible, il ne pourra satisfaire sa clientèle que pendant 72 heures. Le problème de ravitaillement se pose à ce commerçant, comme cela n'a jamais été depuis plus d'une décennie d'expérience dans la vente de mil. Pour avoir 1000 là même aujourd'hui, c'est pas, en tout cas c'est trop, c'est notre difficulté aujourd'hui. On ne gagne même pas notre stock. Mais. Par exemple, si tu pars, tu veux 1000 sacs, tu vas avoir 200. Si tu veux 200, tu vas avoir 50 sacs ou 60. Donc, notre objectif même, ça n'arrive même pas aujourd'hui. Où ça part là, ça devient difficile vraiment. Chaque jour, ça augmente. On peut vendre aujourd'hui, si le marché vendredi sort, quand tu demandes, on te dit c'est augmenté. Tu es obligé de payer. Chaque fois. Depuis que moi j'ai commencé à vendre 1000 là, je n'ai jamais vu ça. Si ce n'est pas cette année. Face à cette situation, les commerçants disent être contraints d'être solidaires avec les populations qui pour la plupart sont des déplacés internes ou qui rencontrent des difficultés financières. Actuellement, on est obligé même de vendre à crédit, d'accompagner nous-mêmes la population. Même si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de donner. Parce que si un client vient et t'explique ses problèmes, que lui vraiment il n'a pas de l'argent pour payer, puis il est obligé de nourrir sa famille, qu'hier nous il n'a pas préparé chez lui. Bon, étant donné que tu es un musulman, quelqu'un vient dire qu'il n'a pas mangé hier, même si toi aussi tu n'en as pas, tu es obligé de l'aider. La population de Dori appelle donc les autorités à venir à leur secours pour atténuer les effets de cette crise alimentaire qui est déjà présente. Pour elle, la mauvaise pluviométrie et surtout la crise sécuritaire sont à la base du manque de céréales sur le marché. Les paysans ont abandonné les champs pour préserver leur vie. Hivernellement, on n'est pas cultivé. Les gens, tous les villages en tout ici, là, les gens n'ont pas cultivé. Ils ont eu la peur à cause de l'insécurité. Donc c'est pour cela, il n'y a même pas 1000. Les gens n'ont pas pu cultiver, c'est pourquoi les produits sont devenus chers. Avant, chacun avait de quoi se nourrir, mais avec la situation, personne ne peut cultiver.
Le problème ici à Dori, c'est l'insécurité. Que l'État travaille à restaurer la sécurité et rendre les produits de grande consommation moins chers. Parce que actuellement, le prix du maïs est à plus de 30 000 francs le sac de 50 kg. C'est ça qui est le problème. Les attentes donc des populations de Dori vis-à-vis des nouvelles autorités sont la sécurisation du territoire et le retour des déplacés internes dans leur localité pour vaquer à leurs occupations. Mais en attendant, une assistance alimentaire sera la bienvenue pour soulager ces populations du Sahel. L'Union nationale des établissements d'enseignement privé et laïque était face à la presse ce 7 mars 2022 à Ouagadougou. Elle dénonce un abus d'autorité avec intention de nuire de la part du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle affirme des pénalités dans le cadre des nouveaux cahiers de charges établis par son ministère de tutelle. L'Union interpelle les autorités à la levée des sanctions, sans quoi elle se verra employer tous les moyens à sa disposition pour y parvenir. Plus de précisions dans ce reportage de Fatimata Nikiema. Le 19 octobre 2020, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque UNEPEL recevait une lettre du ministère de l'Enseignement supérieur l'informant d'opérer un seul choix de formation à compter de l'année 2021-2022. Alors qu'elle était en négociation avec son ministère de tutelle pour trouver solution à cette difficulté, l'Union dit subir des sanctions de la part du secrétaire général du ministère après les événements du 24 janvier 2022. Chaque IPS a reçu un avis de pénalité allant de 1 600 000 à 4 800 000. Nous constatons aussi la poursuite des blocage des visas de publicité pour les IPS, pour empêcher les IPS de communiquer sur leur offre de formation, blocage des dossiers d'ouverture de nouvelles filières pour freiner le développement des IPS, l'exigence que les IPS choisissent un seul domaine et ne recrutent plus dans les autres domaines. Ce sont des sanctions totalement illégales selon l'UNEPEL. Elle dénonce une contradiction entre l'arrêté portant cahier de charges et le dernier décret portant organisation des établissements d'enseignement privé laïque. Elle dit donc ne pas être dans la possibilité de répondre aux exigences du ministère. Nous rappelons qu'aucune filière n'a été ouverte sans l'autorisation du ministère de tutelle et les arrêtés d'autorisation n'ont pas été rapportés ou annulés. Les IPS ne sont pas membres du RESAO, mais du CAMES. Et les diplômes incriminés par le ministère sont pour la plupart reconnus par le CAMES. Les IPS ont contracté des crédits, ont fait des investissements et ont recruté du personnel. Et le personnel ne doit pas et ne peut pas être licencié du jour au lendemain sans respect du Code du travail. Les crédits aussi doivent être remboursés. Selon les représentants de l'UNEPEL, l'État doit des frais de scolarité de plus de 2 milliards de francs CFA aux établissements privés. Et au lieu de songer à régler cette dette, il les inflige des pénalités financières. Cette conférence de presse a aussi servi de cadre pour l'UNEPEL de lancer un cri de cœur et de faire des doléances à l'endroit des nouvelles autorités. Il s'agit entre autres de la levée des sanctions qui pèsent sur ses membres. Cette structure souhaite également que le dialogue soit privilégié, seul gage pour relever les défis du système éducatif burkinabé. L'UNEPEL a aussi demandé à ses membres de n'entreprendre aucune action qui va nuire aux élèves et étudiants et à se tenir prêts pour des actions futures si toutefois les sanctions ne sont pas levées. Changement de continent pour autre actualité. Ils seront finalement 12 candidats à avoir un bulletin de vote à leur nom le 10 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle en France. Le président du Conseil constitutionnel a dévoilé ce lundi 7 mars la liste officielle des candidats ayant obtenu leurs 5000 parrainages d'élus nécessaires pour entrer dans la course à l'Élysée. Le vainqueur sera désigné à l'issue du second tour le 24 avril prochain. La campagne de l'élection présidentielle en France entre dans le vif du sujet. Le Conseil constitutionnel a dévoilé officiellement ce lundi la liste des candidats ayant obtenu les 500 parrainages requis pour participer au scrutin. Dont, au total, 65 noms ont été proposés à la candidature. Nous avons contrôlé lesquels avaient obtenu plus de 500 parrainages provenant d'au moins 30 départements. Ils sont au nombre de 12.
L'incertitude planait encore quant à la participation de Philippe Poutou. Le leader du nouveau parti anticapitaliste a finalement eu ses 500 signatures, alors qu'il lui en manquait encore une soixantaine, peu avant la date limite. Philippe Poutou, un ouvrier syndicaliste, participe à sa 3e élection présidentielle. Tout comme Nathalie Arthaud, autre représentante de l'extrême gauche, autre voix hostile au système capitaliste, responsable selon elle de l'injustice sociale et d'inégalités grandissantes. À gauche également, Fabien Roussel, qui incarne le renouveau du Parti communiste français, ou encore Jean-Luc Mélenchon, qui a reçu le soutien de la primaire populaire après le retrait de Christiane Taubira. Quant au Parti socialiste, il sera représenté par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui se présente comme l'alternative face aux tenants du libéralisme et des extrêmes. Elle entend porter une voix social-démocrate et écologiste et espère répéter les succès de ses amis sociodémocrates en Allemagne, au Portugal et en Espagne. Quant aux Verts, représentés par le député européen Yannick Jadot, ils espèrent capitaliser sur leur succès aux élections européennes où ils étaient arrivés en 3e place. D'autant que la question climatique et énergétique n'a jamais été autant au cœur du débat de société. Déjà candidat en 2017, Jean Lassalle va lui à nouveau défendre la voie de la ruralité, de l'agriculture et de la France profonde face à un modèle économique qui brise, selon lui, la société. À droite, Valérie Pécresse du parti Les Républicains joue des coudes avec ses rivaux à l'extrême droite, Éric Zemmour du parti Reconquête et Marine Le Pen du Rassemblement national. Sans oublier le candidat souverainiste et eurosceptique Nicolas Dupont-Aignan du parti Debout la France. Au milieu de la mêlée, Emmanuel Macron vise un nouveau mandat de 5 ans. En tout donc 12 candidats, d'un côté les favoris et représentants des grands partis politiques, de l'autre les outsiders qui, à défaut de croire en la victoire finale, espèrent peser sur le débat politique. Tous ont rendez-vous le 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle et le 24 avril pour le second tour. Cette campagne électorale a d'ores et déjà été chamboulée par la guerre en Ukraine. Retour chez nous au Burkina pour parler de football. Pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1, l'ONAB, l'ASK en déplacement à Ouagadougou a tenu en échec le Rail Club de Kadiogo au stade à Issoufou Joseph Konombo. En quête de points pour assurer le maintien en Ligue 1, l'équipe de Koupela face au Faucon obtient un point après un score de 0 but partout. Un point qui lui permet d'avoir l'espoir donc de quitter la zone de relégation. À Sami Touré vous en dit davantage. Imbattu depuis le retour de la deuxième phase, l'ASK a tenu tête au Faucon du Kadiogo. Les jeunes de Koupela, déterminés pour obtenir le maintien en Ligue 1, se sont métamorphosés depuis 3 journées. Dirigé par Drissa Ouedraogo, pour cette 18e journée, il fallait plus pour le RCK de Amadou Sampo pour briser la miraille de l'ASK. En première période, il y a eu quelques rares occasions à l'image de cette tentative du RCK qui manque de finition. L'ASK sur cette balle arrêtée, renvoyée par la défense, sonne à la suite l'alerte. Mais sur ce coup, Babayoure Sawadgo, après avoir sauvé sa cage, est obligé de sortir sur civière. 0 but partout à la pause. En seconde période, c'était le même scénario. Rien à signaler jusqu'à quelques minutes de la fin. Le RCK gagne la balle de match, mais manque de lucidité pour achever l'action. Score nul et vierge au coup de sifflet final de l'arbitre. Un point bon à prendre pour Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'ASK. Le score nul et vierge, je pense que c'est un bon point à prendre pour les deux équipes. Là, c'est vrai qu'ils nous ont acculés, ce n'était pas simple. Nous savons que quand nous venons à Ouagadougou, on dit que c'est une équipe de province. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ils nous prendront au sérieux. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes que c'est faisable. Il y a de la place. Il y a de la place parce que quand on regarde toutes les équipes jouer, c'est à peu près le même niveau. Maintenant, la différence, c'est ce qu'il y a autour, l'environnement, je veux dire, la motivation qui fait la différence entre les équipes. Sinon, on a à peu près le même niveau. Et quand je suis rentré à la mi-temps dans les vestiaires, je leur ai dit de ne pas baisser les bras. Voilà. Et si on arrive à faire un nul
c'est bon. Si on gagne, c'est un bonus. Et on aura un pied pour le maintien. Du côté du RCK, l'entraîneur n'est visiblement pas satisfait du résultat. Selon lui, l'adversaire a bien joué son coup. On a travaillé en attaque placée et je pense qu'à ce niveau aussi, il faut comprendre que c'est l'intelligence des jeux qui fait la parité des choses. Donc, et c'est le mal de notre football burkinabé quand on est en situation d'attaque placée. Voilà, c'est compliqué. Donc, on a été très fort aussi dans la transition. Et dès la perte de balle, vous voyez que l'adversaire voulait posséder par des attaques rapides. Mais on a récupéré plus de ballons. Donc, et après, on avait été lucide et on a créé quelques situations où on pouvait faire mousse. Quand vous regardez encore à la dernière minute, c'était une occasion de but et la jeunesse est là. Et il fallait être lucide parce que c'est les 90e minute et pouvoir bien cadrer le ballon. Et après aussi, on a essayé de travailler pour mettre une attaque aussi à outrance. On a joué en 4-2-4 et vers la fin pour créer aussi des situations. Et voilà, ça ne nous a pas permis de répartir. Mais ici, il faut se dire aussi que l'adversaire a été très discipliné. Avec ce point de plus, l'ASK, en 3 apparitions, obtient 7 points et tout doucement s'éloigne de la zone rouge et se dirige vers le maintien. Et c'est la fin de cette session. Retrouvez dans quelques minutes Bessogré John William Assomda pour votre magazine Sport 3. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h sur le même canal. Bonsoir.